Mon mari riait en signant nos papiers de divorce. Mais quand le juge a lu ma valeur nette, il était glacé jusqu'aux os. Je suis Alexandrine, 34 ans, assise au tribunal de divorce, regardant Antoine, mon mari depuis 8 ans, rire en signant nos papiers de divorce. Antoine a toujours pensé que j'étais juste son épouse trophée sans ambition. Il était loin de se douter que pendant qu'il me trompait avec sa collègue, je construisais un empire juste sous son nez. Le juge est sur le point de lire ma déclaration financière, et j'ai hâte de voir son sourire suffisant disparaître. Avant de vous raconter comment le sourire de mon futur ex-mari a disparu de son visage, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur les boutons j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû vous défendre alors que personne ne s'y attendait. J'étais une fille d'une petite ville en province qui a déménagé à Paris pour l'université avec de grands rêves. J'ai étudié le design graphique et j'étais déterminé à réussir dans la grande ville malgré mon éducation modeste. Mes parents m'avaient toujours enseigné la valeur du travail acharné et de l'économie, des leçons qui s'avéreraient inestimables plus tard dans ma vie. J'ai rencontré Antoine lors d'une collecte de fonds caritatifs pour un hôpital pour enfants. J'étais là parce que je m'étais porté volontaire pour concevoir leur support promotionnel et il était là parce que, comme je l'ai appris plus tard, c'était bon pour son image. Antoine venait de la vieille fortune, travaillait comme banquier d'investissement et dégageait ce genre de confiance qui ne vient que de ne jamais avoir eu à s'inquiéter des finances de sa vie. Tu n'as pas l'air d'être à ta place ici, furent ses premiers mots, dont je me rends compte maintenant qu'ils étaient à la fois une insulte et un aperçu de toute notre relation. À l'époque, cependant, son sourire charmant et la façon dont il se concentrait entièrement sur moi lorsque nous parlions m'ont fait ignorer le signal d'alarme. Notre romance fut un tourbillon. Antoine m'emmenait dans des restaurants où les menus n'avaient pas de prix, des week-ends à Rome sur un coup de tête, et m'a initié à un style de vie que je n'avais vu qu'au cinéma. Il semblait parfait, attentif, brillant, et apparemment amoureux de moi malgré mes origines modestes. Je gagnais un revenu modeste en tant que jeune designer graphique dans une agence de marketing. J'aimais mon travail, les défis créatifs et la satisfaction de voir mon travail dans le monde réel. Antoine, cependant, appelait cela mon petit boulot et suggérait souvent que je n'avais pas du tout besoin de travailler. Pourquoi t'épuiser pour des clopinettes quand je peux te donner tout, disait-il, ne comprenant pas que ma carrière était plus qu'une question d'argent. C'était une question d'identité et d'indépendance. La demande en mariage est venue 6 mois après notre rencontre dans un restaurant chic surplombant la skyline de Paris. La bague était énorme, le champagne cher, et le moment parfaitement orchestré pour un effet maximal. Plusieurs convives ont même applaudi. Cela ressemblait à un conte de fées, et j'ai dit oui sans hésitation. Notre mariage fut petit mais élégant, c'était mon choix. Malgré l'insistance de sa famille pour une affaire somptueuse avec des centaines d'invités, avec le recul, je réalise que c'était l'une des rares fois où j'ai tenu bon face aux attentes de la famille Dupont. Un mariage modeste pour une fille modeste, avait commenté sa mère, Hélène, avec un sourire pincé qui n'atteignait pas ses yeux. Ce fut mon premier vrai aperçu de la façon dont sa famille me voyait, comme quelqu'un qui n'était pas tout à fait assez bien pour leur fils. Après la lune de miel aux Maldives, nous avons emménagé dans l'appartement de luxe d'Antoine dans le centre-ville de Paris. Tout était épuré, cher et froid, un peu comme sa famille. J'ai essayé d'ajouter des touches personnelles, des photos et des œuvres d'art colorées. Mais Antoine préférait l'esthétique minimaliste qui mettait en valeur sa richesse plutôt que notre personnalité de couple. Les premiers signes de problème sont apparus au bout de quelques mois. Antoine remettait en question chaque décision de décoration que je prenais, critiquait mon choix d'amis et lançait des pics subtils sur ma carrière. Le design graphique est si courant, dit-il un jour après avoir rencontré certains de mes collègues. Tu as le potentiel d'être exceptionnel, mais tu le gaspilles sur des designs de logos pour des entreprises dont personne n'a jamais entendu parler. J'ai essayé de m'intégrer dans son cercle social, les épouses d'autres banquiers d'investissement et dirigeants qui passaient leur journée à faire du shopping dans les spas ou à organiser des événements caritatifs. Elles étaient agréables en face de moi, mais ne m'ont jamais vraiment accepté. J'en ai entendu une lors d'un dîner me qualifier des « expériences d'Antoine avec la classe moyenne ». Au lieu de me défendre, Antoine a suggéré plus tard que j'essaie de mieux m'intégrer. Peut-être mettre à jour ta garde-robe ou te mettre au tennis. Elles ont juste besoin de voir que tu fais un effort pour t'adapter à notre style de vie, expliqua-t-il, comme si mon identité était quelque chose à mouler et à corriger. Ces premières années furent un mélange confus de luxe et de solitude, d'être couverte de cadeaux coûteux tout en sentant ma propre valeur diminuer. Je devenais lentement ce qu'Antoine voulait, une épouse trophée qui lui faisait bonne figure, tandis que la femme créative et indépendante que j'avais été s'estompait. 2 ans après notre mariage,
Les tensions qui couvaient sous la surface ont commencé à bouillonner. Antoine avait toujours été particulier concernant nos finances, mais son comportement est devenu de plus en plus contrôlant. Malgré nos comptes joints, il remettait en question chaque achat que je faisais, tout en dépensant généreusement pour lui-même sans discussion. « Avais-tu vraiment besoin d'un autre set de fournitures d'art » demandait-il, examinant le relevé de carte de crédit. C'est 200 € qui auraient pu être investis. Pendant ce temps, il ne pensait à rien de dépenser des milliers pour une nouvelle montre ou des clubs de golf. Peu à peu, je me suis retrouvé isolé de mes amis et de ma famille. Les visites à mes parents en province sont devenues moins fréquentes parce qu'Antoine avait toujours une excuse, un événement professionnel, un dîner avec des clients, ou simplement que ma ville d'origine était trop provinciale à son goût. Mes amis de fac ont cessé d'appeler après qu'Antoine leur a clairement fait comprendre qu'il n'était pas assez sophistiqué pour sa maison. Ton amie Sophie a demandé si notre vin venait de Bordeaux, se moqua-t-il après un dîner que j'avais organisé. Comme si nous allions servir du vin domestique. C'est embarrassant, Alexandrine. Ma carrière, qui avait été autrefois une source de fierté, est devenue un champ de bataille constant. Lorsque l'on m'a proposé une promotion au poste de senior designer, Antoine n'a pas été favorable. Est-ce que la modeste augmentation de salaire vaut les heures supplémentaires loin de la maison, demanda-t-il. Nous essayons de fonder une famille bientôt, tu te souviens? C'était une nouvelle pour moi. Chaque fois que j'évoquais l'idée d'avoir des enfants, il disait toujours que le moment n'était pas le bon. C'est à cette époque que j'ai découvert ma passion pour le marketing numérique. L'agence pour laquelle je travaillais élargissait ses services, et je me suis porté volontaire pour apprendre les aspects analytiques et stratégiques. J'ai constaté que j'avais un don pour comprendre le comportement des consommateurs et créer des campagnes ciblées qui donnaient des résultats. Enthousiasmé par cette nouvelle direction, j'ai partagé mon idée de créer éventuellement ma propre petite entreprise de marketing numérique avec Antoine. Sa réaction a été dévastatrice. Alexandrine, sois réaliste. Lancer une entreprise demande du sens des affaires, ce qui n'est pas vraiment ton point fort. D'ailleurs, la plupart des petites entreprises échouent la première année. Nos approches de l'argent ont mis en évidence nos différences fondamentales. Antoine croyait à la consommation ostentatoire, la bonne adresse, la bonne voiture, les bons lieux de vacances, tout pour maintenir une image de succès. Moi, avec mon éducation de classe moyenne, je croyais à l'épargne, à l'investissement judicieux et à la recherche de la valeur plutôt que du prix élevé. À l'approche de notre 3e anniversaire, les fins de soirée d'Antoine au travail sont devenues la norme plutôt que l'exception. Gros clients, volatilité du marché, rapport trimestriel. Ses excuses variaient, mais son absence restait constante. Je mangeais seul la plupart des soirs, j'allais me coucher seul, et je vivais de plus en plus la vie de quelqu'un de célibataire, mais avec le contrôle financier d'un enfant recevant de l'argent de poche. Notre première dispute vraiment majeure est survenue après la réunion de Noël annuelle de sa famille. Dans la voiture sur le chemin du retour, sa mère avait demandé de manière pointue quand nous allions lui donner des petits-enfants. J'avais mentionné que j'étais prête dès qu'Antoine l'était, pour qu'il change habilement de sujet. Lorsque je l'ai confronté à la maison, sa réaction fut froide. « Les enfants sont une énorme responsabilité et une dépense, dit-il, desserrant sa cravate. Avec ta modeste carrière et les attentes de ma famille. Tout enfant à nous aurait besoin de fonds fiduciaires, d'écoles privées, des bonnes relations. Nous n'en sommes pas encore là financièrement. » Pas encore là, demandai-je, sincèrement confuse. Antoine, tu gagnes 7 chiffres. Ta famille a une richesse générationnelle. Qu'est-ce que nous attendons? Sa réponse fut révélatrice. Mon argent n'est pas le problème. Tu ne t'es toujours pas établi correctement. Que contribuerais-tu à l'avenir d'un enfant? La blessure de ces mots a suppuré pendant des jours qui se sont transformés en semaines. Son attitude méprisante envers ma carrière a solidifié quelque chose en moi. J'avais besoin d'indépendance financière, pas seulement pour moi-même, mais pour ma santé mentale. Cette semaine-là, j'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une autre banque. J'ai mis en place un petit virement automatique de mon salaire. Pas assez pour qu'Antoine le remarque s'il vérifiait nos comptes joints, mais assez pour commencer à construire quelque chose à moi. Simultanément, j'ai commencé à m'éduquer sur l'indépendance financière. J'ai lu des livres sur l'investissement, suivi des cours en ligne gratuits sur la gestion d'entreprise et me suis abonné à des newsletters sur l'entrepreneuriat. J'ai fait tout cela en mode navigation privée, veillant à ne pas laisser de traces numériques qu'Antoine pourrait découvrir.
La femme qui avait été autrefois emportée par de grands gestes et des dîners coûteux se réveillait lentement à la cage dorée dans laquelle elle vivait, et planifiait son évasion, un petit pas à la fois. Pendant qu'Antoine continuait ses fins de soirée au travail, je commençais à jeter les bases de mon indépendance. En utilisant mes économies séparées grandissantes, j'ai enregistré une petite entité commerciale, Alexandrine Grande Solutions Numériques, et j'ai construit un site web simple mais professionnel présentant mon portfolio et mes services. Mon premier défi fut de trouver du temps pour travailler sur mon entreprise sans qu'Antoine ne le sache. J'ai converti notre chambre d'amis rarement utilisée en bureau à domicile, expliquant à Antoine que j'avais besoin d'un espace dédié pour des projets de freelance afin de compléter nos revenus. Il a à peine prêté attention au changement, considérant mon travail de freelance comme un hobby plutôt qu'une entreprise sérieuse. Ne laisse pas ça interférer avec nos obligations sociales, fut sa seule préoccupation. Mon premier client est venu par un coup de chance dans notre café local. J'ai entendu Sophie Dubois, la propriétaire d'une boulangerie en difficulté mais appréciée, se plaindre des devis coûteux qu'elle avait reçus des agences de marketing. Je ne peux pas me permettre 5 000 € pour une campagne, mais je perds du terrain face aux chaînes de boulangerie, a-t-elle dit à la barista. Je me suis présenté, j'ai expliqué mon parcours et j'ai proposé de l'aider pour une fraction du coût, avec la compréhension que je construisais mon portfolio. Sophie a tenté sa chance avec moi, et les résultats ont dépassé nos deux attentes. Son engagement sur les réseaux sociaux a augmenté de 300% et une campagne d'email ciblée a attiré de nouveaux clients de traiteurs d'entreprise. Le avant et après était assez spectaculaire pour qu'elle me recommande à d'autres propriétaires de petites entreprises de son réseau. Travailler avec Sophie ne m'a pas seulement donné ma première histoire de succès, mais aussi une véritable amitié, quelque chose qui me manquait dans le cercle social d'Antoine. Elle était authentique, travailleuse et appréciait mes compétences d'une manière que mon mari n'avait jamais fait. « Tu as un don, Alex », m'a-t-elle dit un jour autour d'un café. « Tu comprends ce qui rend les entreprises spéciales et comment le communiquer aux clients. » Je travaillais tard le soir pendant qu'Antoine était en voyage d'affaires de plus en plus fréquent. J'ai converti notre dressing en studio d'enregistrement improvisé pour les appels clients, utilisant mes vieilles couvertures d'étudiante pour étouffer le son. Chaque nouveau client était à la fois exaltant et terrifiant. Exaltant parce que mon entreprise grandissait. Terrifiant parce que la découverte signifierait la confrontation. La courbe d'apprentissage était raide. J'ai fait des erreurs, sous-facturé des projets complexes, parfois surpromettre sur les délais, mais j'ai appris vite. Chaque client m'a enseigné quelque chose de nouveau sur la gestion d'entreprise, sur la façon de fixer des limites, sur la façon de valoriser mon propre travail. J'ai utilisé mes économies pour investir dans l'équipement et les logiciels essentiels, cachant soigneusement les dépenses parmi les frais ménagers ou faisant des achats en espèces. Ma liste de clients a augmenté régulièrement au cours d'une année, principalement grâce aux recommandations et aux bouche à oreille. Plutôt que de dépenser les bénéfices, j'en ai réinvesti la majeure partie dans l'entreprise et j'ai commencé à en mettre de côté une partie pour des investissements futurs. Antoine est resté inconscient, attribuant ma confiance croissante au fait de m'être enfin adapté à notre style de vie plutôt qu'à un épanouissement professionnel. Un moment charnière est survenu lorsque j'ai travaillé avec une créatrice de bijoux locale dont les ventes ont augmenté si spectaculairement après ma campagne de marketing que son histoire a été présentée dans un magazine pour petites entreprises. J'ai dû refuser d'être nommé, invoquant des raisons de confidentialité, mais le succès m'a donné de la crédibilité auprès de clients plus importants. Par l'intermédiaire de Sophie, j'ai rencontré Nathalie Dupont, une entrepreneuse tech qui avait vendu sa première start-up pour 8 chiffres et lancé une nouvelle entreprise. M'ayant initialement embauché pour un petit projet, Nathalie est rapidement devenue à la fois une cliente précieuse et une mentor. « Tu factures trop peu cher ton expertise », m'a-t-elle dit sans détour après avoir examiné ma grille tarifaire. « Triple tes prix et regarde comment ta valeur perçue change. » Elle avait raison. Lorsque j'ai augmenté mes tarifs, au lieu de perdre des clients, j'ai attiré des entreprises plus établies prêtes à payer pour la qualité. Nathalie m'a également initié au monde de l'investissement au-delà des comptes d'épargne. L'argent perd de la valeur en restant inactif, expliqua-t-elle. Tu dois faire travailler ton argent pour toi. Sous sa direction, j'ai commencé à faire des investissements stratégiques dans des entreprises technologiques émergentes, y compris la nouvelle entreprise de Nathalie, qui se concentrait sur les solutions d'IA pour les petites entreprises. J'ai commencé par de petits montants, mais à mesure que mon entreprise grandissait, mon portefeuille d'investissement grandissait aussi. L'exaltation de voir mon entreprise et mes investissements croître était enivrante. Pour la première fois depuis ma rencontre avec Antoine, je me sentais vraiment vivante, utile et indépendante.
Je construisais quelque chose de précieux entièrement par mes propres mérites. Pendant toute cette période, j'ai maintenu l'apparence d'être juste la femme d'Antoine lors des événements sociaux. J'acquiesçais poliment lorsque les femmes de ses collègues discutaient de leur virée shopping et de leur comité caritatif. J'assistais à ces dîners de travail et jouais parfaitement le rôle de l'épouse de soutien. Tout cela en gérant une entreprise florissante depuis chez nous et en prenant des décisions d'investissement qui allaient changer le cours de ma vie. Ma double vie était épuisante mais stimulante. Chaque nouveau client, chaque campagne réussie, chaque retour sur investissement était un pas vers la liberté que je réalisais de plus en plus que je voulais, que j'avais besoin, de mon mariage contrôlant. 5 ans après notre mariage, la façade a commencé à s'effondrer. Tout a commencé par un message texte apparu sur le téléphone d'Antoine pendant qu'il était sous la douche. Un aperçu visible sur son écran de verrouillage d'une personne nommée V qui disait « Tu me manques déjà ». Hier soir était. Le message a disparu avant que je puisse en lire plus, mais il a planté une graine de suspicion que je ne pouvais ignorer. Antoine était plus distant que d'habitude, rentrant souvent à la maison sentant un parfum inconnu qu'il prétendait provenir d'étreintes d'adieu avec des clients. Plutôt que de l'affronter immédiatement, j'ai décidé d'enquêter. J'ai noté ses habitudes, les réunions tardives du jeudi qui duraient toujours après 21h, les week-ends de conférences qui n'avaient jamais de site web que je pouvais trouver, l'augmentation soudaine des dîners clients dans un restaurant chic spécifique. Le jeudi suivant, j'ai dit à Antoine que j'allais rendre visite à Sophie pour aider à un événement spécial à sa boulangerie. Au lieu de cela, j'ai garé ma voiture près du restaurant qu'il fréquentait et j'ai attendu. À 20h30, sa BMW est entrée sur le parking. 10 minutes plus tard, une Audi argentée est arrivée et une femme aux longs cheveux sombres en est sortie. Même de loin, j'ai reconnu Véronique Mercier, sa collègue de la société d'investissement. Je les ai regardés s'embrasser d'une manière que des collègues ne feraient jamais. Je l'ai vu l'embrasser sur le parking avant qu'ils n'entrent ensemble dans le restaurant. Mes mains tremblaient pendant que je prenais des photos avec mon téléphone, mon estomac une fosse vide de trahison et de confirmation. Je leur ai donné 30 minutes avant d'entrer dans le restaurant. Ils étaient à une table de coin, sa main sur la sienne, penchés l'un vers l'autre intimement. Je me suis approché silencieusement, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Cela explique les réunions tardives, dis-je, ma voix étonnamment ferme. Antoine sursauta, son visage passant par le choc, la culpabilité, et s'arrêtant finalement sur l'agacement d'être pris sur le fait. Véronique eut la décence d'avoir l'air gênée, ramassant son sac à main et marmonnant quelque chose sur le fait d'aller aux toilettes. Alexandrine, ce n'est pas ce que ça a l'air, commença Antoine, utilisant le même ton doux qu'il employait avec les clients difficiles. Ah oui? Parce que ça ressemble à un dîner avec ta petite amie pendant que ta femme pense que tu travailles. La conversation qui suivit fut surréaliste. Antoine offrit des excuses à moitié sincères, prétendit que c'était juste physique, et eut l'audace de me blâmer pour son infidélité. Tu as été tellement absorbé par tes petits projets de freelance, dit-il, baissant la voix alors que les convives voisins commençaient à remarquer notre attention. Tu es devenue ennuyeuse, Alexandrine. Sans ambition. Quand as-tu fait un effort pour notre mariage la dernière fois? J'ai quitté le restaurant seul, conduisant sans but pendant des heures avant de rentrer à la maison. Antoine est rentré après minuit, offrant des promesses de mettre fin à l'affaire, suggérant une thérapie, proposant même une seconde lune de miel. Pour des raisons que je ne comprenais pas entièrement à l'époque, j'ai fait semblant d'envisager la réconciliation. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit, ce qui n'était pas un mensonge. J'avais besoin de temps, non pas pour lui pardonner, mais pour planifier mes prochaines étapes. Les semaines qui suivirent furent un chef-d'œuvre de tromperie de notre part à tous les deux. Antoine devint temporairement attentif, apportant des fleurs, suggérant des soirées rendez-vous, tandis que je commençais à consulter des avocats en divorce pendant mes rendez-vous clients. Thérèse Fournier, une formidable avocate en divorce recommandée par Nathalie, m'exposa la réalité de ma situation. La loi française établit un régime de communauté légale, expliqua-t-elle. Sans contrat de mariage spécifique, le tribunal divisera les biens communs sur la base de ce qu'il juge équitable. J'ai appris l'ampleur de nos liens financiers, la complexité de divorcer de quelqu'un issu d'une famille fortunée et l'importance de tout documenter. Thérèse me conseilla de rassembler des informations sur tous nos actifs, comptes et investissements avant de faire quoi que ce soit. La connaissance, c'est le pouvoir, surtout en cas de divorce, dit-elle. Ma collecte prudente d'informations fut interrompue brusquement lorsqu'Antoine découvrit mon historique de navigation sur notre ordinateur partagé.
J'avais oublié d'utiliser la navigation privée pour une recherche, procédure de communication des pièces financières divorce. Sa rage fut immédiate et effrayante. Il me coinça dans notre cuisine, agitant son téléphone avec la capture d'écran qu'il avait prise. C'est ce que tu faisais? Planifier de divorcer et prendre mon argent? Son visage était rouge, une veine palpitant sur son front. Laisse-moi être clair, Alexandrine. Tu n'auras rien sans moi. Rien. Les avocats de ma famille s'en assureront. Je suis resté calme, ce qui ne fit qu'accroître sa fureur. Je ne planifie rien, Antoine. Je faisais juste des recherches après ce qui s'est passé. Ne ferais-tu pas la même chose? Il sembla apaisé par mon explication, mais la menace planait entre nous. Cette nuit-là, j'ai déplacé tous mes documents commerciaux importants vers un stockage cloud sécurisé et j'ai commencé à transférer des enregistrements numériques sur des disques que je gardais dans un coffre-fort dont Antoine ne savait rien. La découverte finale est venue 3 semaines plus tard. En rangeant notre dressing, une tâche à laquelle Antoine ne participait jamais, j'ai trouvé une boîte à bijoux cachée dans ses bottes d'hiver. À l'intérieur se trouvait un reçu pour un bracelet en diamant de Cartier daté de 2 mois auparavant. Je n'avais jamais reçu un tel cadeau. Même en sachant l'affaire, cette preuve de son investissement tangible dans une autre femme m'a fait mal d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Le reçu montrait qu'il avait dépensé près de 15 000 €, de l'argent qui était censément notre argent, pour Véronique. Avant que je puisse assimiler cette nouvelle trahison, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix, Antoine et une femme, ont ri dans notre entrée. Je suis resté figé dans notre dressing. Ils sont entrés dans notre chambre, ne s'attendant clairement pas à me trouver à la maison en milieu de journée. Je suis sorti pour trouver Antoine et Véronique s'embrassant au pied de notre lit, le lit que nous avions partagé pendant 5 ans. « Alexandrine » s'exclama Antoine, ne prenant même pas la peine de s'éloigner de Véronique. « Tu es censé être au travail. » J'ai pris une demi-journée, répondis-je, surprise par mon propre sang-froid. Manifestement, j'aurais dû appeler d'abord. Ce qui suivit ne fut pas la confrontation émotionnelle que les films m'avaient préparé à vivre. Au lieu de cela, Antoine devint froidement pragmatique. « Eh bien, ça m'évite d'avoir une conversation difficile, dit-il, redressant sa cravate. Je veux divorcer d'Alexandrine. Véronique et moi planifions un avenir ensemble. Sa confiance était absolue alors qu'il exposait ses conditions. Il me permettrait généreusement de garder mes effets personnels et une petite indemnité qui m'aiderait à me remettre sur pied. L'appartement, nos investissements, même l'art que nous avions collectionné ensemble resterait sien. Mes avocats vous contacteront, conclut-il, semblant confus par mon manque d'hystérie ou de supplication. Vous devriez trouver un autre endroit où loger à partir de ce soir. En fait, dis-je, comme c'est toujours légalement ma résidence aussi, je vais rester. Vous et Véronique êtes invités à trouver un hôtel. Son visage s'assombrit face à ma défiance, mais Véronique lui tira le bras. Allons-y, Antoine. On s'en occupera plus tard. En partant, Antoine se retourna avec une dernière pique. Tu regretteras de ne pas avoir accepté ma généreuse offre. Quand mes avocats auront fini, tu auras de la chance de pouvoir t'offrir un studio dans le pire quartier de la ville. Je fermai la porte derrière eux, m'y adossai, et pour la première fois depuis la découverte de son affaire, je souris. Antoine n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le lendemain de ma découverte d'Antoine et Véronique dans notre chambre, il déménagea la plupart de ses vêtements et de ses effets personnels hors de l'appartement. J'ai changé les serrures l'après-midi même, ce qui était juridiquement discutable, mais cela m'a donné le temps de documenter correctement nos biens avant qu'ils ne puissent en retirer quoi que ce soit de valeur. L'hypothèse d'Antoine concernant ma naïveté financière est rapidement devenue évidente dans l'offre de règlement initiale envoyée par son avocat, un paiement unique de 75 000 € et 6 mois de frais de subsistance. En échange, je ne ferai aucune réclamation sur aucun de nos autres biens, y compris l'appartement que j'avais aidé à meubler et à décorer pendant 5 ans. Il tâtonne, expliqua Thérèse lorsque je lui montrai l'offre. Il suppose que vous ne connaissez ni vos droits ni la véritable étendue de vos biens matrimoniaux. Sous la direction de Thérèse, j'ai formellement rejeté l'offre et commencé le processus de communication des pièces financières, un mécanisme juridique obligeant les deux parties à divulguer tous les actifs et passifs. La réponse d'Antoine fut de demander à son avocat de retarder et d'obscurcir à chaque tournant. C'est une tactique standard, m'assura Thérèse. Ils espèrent épuiser vos ressources et votre patience jusqu'à ce que vous acceptiez moins que ce que vous méritez. Ce que Antoine ne réalisait pas, c'est que je ne dépendais pas de ses déclarations.
Je suivais méticuleusement nos finances conjointes depuis des années, y compris des comptes qu'il pensait que je ne connaissais pas. Plus important encore, j'avais mes propres ressources croissantes dont il ne savait rien. Après mûre réflexion et consultation avec Thérèse, nous avons pris une décision stratégique. Je cacherai temporairement la véritable valeur de mon entreprise et de mes investissements pendant les phases initiales de négociation. La loi française considérait généralement les entreprises créées pendant le mariage comme des biens communs. Mais Thérèse a identifié une exception potentielle basée sur le fait qu'Antoine avait activement découragé mon entreprise et n'avait fourni aucun soutien, financier ou autre, à sa création. Nous divulguerons tout au bon moment, m'assura-t-elle. Mais pour l'instant, laissons-le croire à son propre récit sur vous. Pendant que le processus juridique avançait lentement, Antoine lança une offensive sociale. Des amis communs ont commencé à éviter mes appels. Les invitations aux événements sociaux se sont taries. Même le portier de notre immeuble, qui avait toujours été amical, est devenu froidement professionnel. J'ai appris plus tard que Antoine avait répandu le récit selon lequel je l'avais trompé, que j'étais mentalement instable et qu'il divorçait malgré tous ses efforts pour sauver notre mariage. Dans les milieux où le nom de sa famille avait du poids, sa version des événements fut acceptée sans question. La douleur de l'exil social fut inattendument vive. Des gens avec qui j'avais partagé du pain, célébré les fêtes, partagé des confidences, tous ont disparu de ma vie sur la base des mensonges d'Antoine. Tous sauf Sophie et Nathalie, qui n'ont jamais faibli dans leur soutien. Les gens qui croient au potin sans entendre les deux versions ne valent pas ton énergie, m'a dit Sophie autour de cupcakes d'urgence dans la cuisine de sa boulangerie après une journée particulièrement difficile. Concentrez-vous sur la construction de votre nouvelle vie, pas sur le deuil de l'ancienne. Les tentatives d'Antoine pour m'intimider ont escaladé lorsqu'il a réalisé que je n'allais pas accepter tranquillement ces conditions. Il y a eu des appels téléphoniques tard le soir, des menaces à peine voilées, et même une suggestion qu'il signalerait mon entreprise pour irrégularité fiscale, une menace vide de sens puisque les finances de mon entreprise étaient méticuleusement documentées. Sa famille a rejoint la campagne de pression. Sa mère, Hélène, a appelé pour me raisonner. Nous avons toujours su que tu n'étais pas faite pour Antoine, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. Mais nous t'avons accepté parce qu'il t'a choisi. Ne rends pas les choses difficiles, Alexandrine. Prends ce qui t'est offert et va de l'avant avec dignité. J'ai gardé mon sang-froid à travers tout cela, une compétence que j'avais perfectionnée pendant des années à supporter les petites humiliations lors des réunions de famille Dupont. Merci pour votre inquiétude, Hélène. Je suivrai les conseils de mon avocate. La surconfiance d'Antoine a commencé à se retourner contre lui. Croyant que je n'avais aucune ressource pour mener un long combat juridique, il a commis plusieurs erreurs critiques. Il a omis de divulguer des comptes au Caïman dont j'avais la documentation. Il a sous-évalué la valeur de son portefeuille d'investissement. Il a prétendu que certains biens familiaux étaient des biens propres alors qu'ils nous avaient été clairement offerts en cadeau en tant que couple. Thérèse a méticuleusement documenté chaque divergence, construisant un dossier qui finirait par saper sa crédibilité auprès du tribunal. Pendant ce temps, mon entreprise a connu une croissance exponentielle pendant la période de séparation. Une campagne marketing que j'ai conçue pour une chaîne de restaurants régionale est devenue virale, entraînant des articles dans des publications spécialisées. J'ai dû refuser des interviews, invoquant des raisons personnelles. Mais la reconnaissance professionnelle a apporté un afflux de nouveaux clients. La percée majeure est survenue lorsque j'ai obtenu un contrat avec une chaîne de vente au détail nationale pour refondre leur stratégie de marketing numérique, un accord à 6 chiffres qui a transformé mon entreprise de réussite à exceptionnel. J'ai embauché 3 employés, loué un petit bureau et commencé à refuser des clients dont les valeurs ne correspondaient pas à la mission de mon entreprise. Tout cela s'est produit alors que Antoine et son équipe juridique continuaient de me dépeindre comme une travailleuse indépendante en difficulté dépendante de son soutien. Sa perception de moi comme la petite fille naïve de province éblouie par sa richesse s'était tellement cristallisée qu'il ne pouvait concevoir mon succès indépendant de lui. La veille de notre audience finale, je me suis assise seule dans l'appartement qui ne s'était jamais senti comme chez moi, réfléchissant à mon parcours. 5 ans plus tôt, j'avais été si désireuse de plaire à Antoine que j'avais commencé à me perdre. Sa trahison, aussi douloureuse fut-elle, m'avait forcé à redécouvrir ma force, mon ambition et ma valeur. J'ai fait une petite valise pour la nuit. Indépendamment de la décision du juge, j'avais décidé de ne pas passer une autre nuit dans l'espace où mon mariage s'était effondré. Mon nouvel appartement terrasse était prêt, acheté via une SARL dont Antoine ne savait rien, meublé avec des pièces que j'avais choisies pour leur beauté et leur confort plutôt que pour leur valeur symbolique.
Alors que je fermais la valise, mon téléphone a sonné avec un message de Nathalie. Souviens-toi qui tu es demain, pas qui il a essayé de faire de toi. Avec ces mots dans le cœur, je me suis préparé à affronter le dernier acte de mon mariage avec Antoine Dupont. Le matin de notre audience s'est levé clair et vif. Je me suis habillé d'un tailleur bleu marine, sobre mais confiant, avec un seul bijou, un petit pendentif en diamant que Sophie et Nathalie m'avaient offert pour marquer le premier anniversaire de mon entreprise. Mon diamant d'indépendance, l'avait-elle appelé. Je suis arrivé au palais de justice 30 minutes à l'avance, comme Thérèse me l'avait conseillé. Antoine était déjà là, l'air coûteux dans un costume gris anthracite taillé sur mesure, son avocat Laurent Petit à ses côtés. Laurent était un associé principal de l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Paris et avait la réputation de mener des règlements de divorce agressifs favorables aux clients fortunés. Antoine ricana en me voyant, se penchant pour murmurer quelque chose à Laurent qui fit rire les deux hommes. Sa confiance était palpable. Il croyait que ce n'était qu'une formalité avant sa victoire inévitable. Thérèse arriva quelques instants plus tard, impeccable dans un tailleur cramoisi qui se détachait des couleurs ternes du palais de justice. Contrairement à Laurent et son équipe de jeunes associés, Thérèse travaillait seule, mais dégageait une compétence tranquille qui m'avait rassuré dès notre première rencontre. « Prête » demanda-t-elle, son expression ne laissant rien transparaître aux yeux observateurs. « Plus que prête » répondis-je. La salle d'audience de la juge Marguerite Lamarche était intimidante par son austérité. La juge elle-même, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux noirs striés d'argent et aux yeux pénétrants, avait la réputation d'être juste, mais peu patiente avec les jeux ou les démonstrations émotionnelles. Au début de la procédure, Antoine fit une performance digne d'un Oscar. Son témoignage le dépeignait comme l'époux dévoué qui avait soutenu les modestes ambitions professionnelles de sa femme pour n'être payé qu'en ingratitude et en demande déraisonnable lors du divorce. « Je veux juste une résolution équitable, votre honneur, dit-il, sa voix modulée pour exprimer une déception raisonnable. J'ai proposé à Madame Dupont un généreux règlement qui lui permettrait de maintenir un style de vie confortable pendant qu'elle reconstruit sa carrière. » Laurent présenta leur dossier pour la division des biens, soulignant la fortune familiale d'Antoine comme bien propre, minimisant mes contributions à nos biens communs et suggérant que l'appartement acheté principalement avec ses revenus devrait rester sa propriété. Tout au long de leur présentation, j'ai gardé mon sang-froid, ne réagissant ni aux mensonges d'Antoine ni ne laissant paraître mes émotions. La juge Lamarche me jeta de temps en temps un coup d'œil, son expression illisible. Lorsqu'il fut temps de signer le décret de divorce initial, séparant notre statut matrimonial en attendant que les questions financières soient finalisées, Antoine en fit tout un spectacle. Il signa d'une main agile, un rire s'échappant de ses lèvres tandis qu'il rengainait son stylo Montblanc. En retournant à son siège, il passa assez près pour murmurer « Amuse-toi bien dans le sous-sol de tes parents ». La présentation de Thérèse commença méthodiquement, son approche contrastant fortement avec les arguments théâtraux de Laurent. Elle présenta des preuves des tromperies financières d'Antoine pendant notre mariage, les comptes cachés, les dépenses somptueuses pour Véronique, le schéma de contrôle financier. « Votre honneur, dit Thérèse, Monsieur Dupont n'a pas été transparent sur l'étendue complète des biens communs comme l'exige la loi française. » Elle soumit une documentation sur des comptes qu'Antoine avait omis de divulguer, y compris les dates, les numéros de compte et les soldes approximatifs. Antoine se tortilla inconfortablement sur son siège tandis que Thérèse continuait, son expression suffisante cédant la place à des regards nerveux vers Laurent. Son avocat demanda une brève suspension de séance, que la juge Lamarche refusa. « Je crois que nous devrions continuer, confrère. Je suis particulièrement intéressé d'entendre parler de ces actifs non divulgués. » L'atmosphère dans la salle d'audience se tendit tandis que Thérèse démantelait méthodiquement les tromperies financières d'Antoine. L'expression de la juge Lamarche devint de plus en plus sévère à mesure que les preuves s'accumulaient. « De plus, votre honneur, continua Thérèse, nous demandons que le tribunal considère les biens propres de Madame Dupont qui ont été établis pendant le mariage, mais sans aucune contribution ni soutien de Monsieur Dupont. » C'était le moment que nous avions préparé. La juge Lamarche leva les yeux de ses notes. « Veuillez élaborer, confrère. Madame Dupont a établi une entreprise de marketing numérique pendant le mariage. Monsieur Dupont non seulement n'a fourni aucun soutien à cette entreprise, mais l'a activement découragée et a déprécié ses ambitions professionnelles, comme en témoignent ses communications. » Thérèse présenta des courriels et des messages textes où Antoine avait qualifié mon entreprise de hobby et découragé mes objectifs entrepreneuriaux. La juge Lamarche examina attentivement les documents avant de s'adresser directement à moi pour la première fois. « Madame Dupont, le tribunal exige une divulgation financière complète des deux parties.
Avez-vous soumis des informations complètes concernant cette entreprise? Pas encore, votre honneur, répondis-je, comme nous l'avions prévu. Ma déclaration financière complète est prête à être soumise aujourd'hui. Thérèse tendit à la greffière une enveloppe scellée contenant ma divulgation financière complète, le document que nous avions stratégiquement gardé secret jusqu'à ce moment. Je demande que le tribunal examine la déclaration financière de Madame Dupont avant de prendre toute décision concernant la division des biens, dit Thérèse. La juge Lamarche acquiesça et ouvrit l'enveloppe. La salle d'audience se tut pendant qu'elle lisait, ses sourcils se relevant légèrement, la seule indication de surprise de la juge autrement impassible. Après ce qui sembla une éternité, la juge Lamarche leva les yeux. Pour le procès-verbal, je vais lire le résumé des actifs de Madame Dupont. Mon cœur battait la chamade tandis qu'elle commençait à lire. Alexandrine Grande Solutions Numériques, une société de marketing numérique établie il y a 3 ans. Valorisation actuelle basée sur les revenus et les contrats pour 4 200 000 €. La tête d'Antoine se releva brusquement, son expression incrédule presque comique. Portefeuille d'investissement comprenant des actions technologiques et des investissements en start-up, 1 800 000 €. Antoine agrippa la table, ses phalanges blanches. Biens immobiliers, une propriété achetée il y a 3 mois, évaluée à 950 000 €. À ce moment-là, Antoine semblait physiquement malade, son visage vidé de couleur, son corps rigide de choc. À côté de lui, Laurent chuchotait frénétiquement, mais Antoine semblait incapable de comprendre ce qu'il entendait. Total des actifs, 6 950 000 €, conclut la juge Lamarche. La salle d'audience resta silencieuse. Antoine me regardait comme s'il voyait une étrangère. À ce moment-là, je ne ressentais ni triomphe, ni vengeance, juste un profond soulagement que la vérité soit enfin consignée au procès-verbal. La juge Lamarche rompit le silence. Monsieur Dupont, souhaitez-vous réviser l'une de vos précédentes déclarations concernant la dépendance financière de Madame Dupont à votre égard? Antoine semblait incapable de parler. Laurent se leva rapidement. Votre honneur, nous n'étions pas au courant de ces actifs. Nous soutenons que, comme ils ont été acquis pendant le mariage, Monsieur Dupont a droit à une partie équitable. Thérèse était prête pour cet argument. Votre honneur, nous attirons l'attention du tribunal sur le paragraphe 23 du contrat de mariage Dupont, que les 2 parties ont signé avant le mariage. C'était notre atout. En révisant notre contrat de mariage des années après l'avoir signé, Thérèse avait découvert une clause que les propres avocats d'Antoine avaient incluse: toute entreprise créée par l'un ou l'autre époux pendant le mariage sans investissement en capital de l'autre époux restera un bien propre en cas de divorce. La clause a probablement été incluse pour protéger les entreprises potentielles de Monsieur Dupont, expliqua Thérèse. Cependant, le libellé s'applique également à l'entreprise de Madame Dupont, qu'elle a bâtie sans aucune contribution financière de Monsieur Dupont. La juge Lamarche examina le contrat de mariage, hochant lentement la tête. Le libellé est en effet clair. Mademoiselle Fournier, veuillez continuer. Thérèse expliqua comment j'avais bâti mon entreprise de zéro, en utilisant mes propres économies et en réinvestissant les bénéfices, tout cela pendant que Antoine décourageait activement mes efforts. Elle présenta des déclarations de clients et de ma mentor Nathalie attestant de mon travail indépendant et de mon sens des affaires. Tout au long de la présentation de Thérèse, j'ai regardé Antoine, l'homme qui avait ri en signant nos papiers de divorce 1 heure plus tôt seulement, maintenant assis figé, son comportement confiant brisé. Véronique, qui était assise dans la galerie, se glissa hors de la salle d'audience, son expression illisible. La juge Lamarche prit 30 minutes pour examiner tous les documents avant de rendre sa décision. Lorsqu'elle revint, sa décision était claire. Sur la base des preuves présentées et des termes du contrat de mariage, le tribunal constate que Alexandrine Grande Solutions Numériques et le portefeuille d'investissement qui en résulte constituent des biens propres appartenant uniquement à Madame Dupont. Antoine émit un son étranglé quelque part entre un halètement et une protestation. De plus, continua la juge Lamarche, étant donné l'échec de Monsieur Dupont à divulguer entièrement les biens communs comme l'exige la loi, le tribunal est enclin à considérer la division des biens communs restants sous un angle plus favorable à Madame Dupont. Le reste de sa décision fut un flou de termes juridiques, mais le résultat était clair: je garderai mon entreprise, mes investissements et ma nouvelle propriété. De plus, je recevrai une plus grande partie de nos biens communs en raison de la tromperie d'Antoine. L'appartement de luxe serait vendu, et les bénéfices répartis selon la formule du juge. Alors que nous nous levions pour partir, Antoine m'approcha, son avocat essayant sans succès de le retenir. « Tu avais planifié ça » siffla-t-il. Son visage déformé par la rage et l'humiliation.
Toutes ces années, tu attendais juste de me faire tomber. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé autrefois, maintenant un étranger consumé par son propre récit de victimisation. Non, Antoine. J'ai bâti quelque chose pendant que tu étais occupé à détruire ce que nous avions. C'est la différence entre nous. Thérèse me guida doucement à l'écart, laissant Antoine seul dans la salle d'audience qui se vidait, les vestiges de son complexe de supériorité gisant en ruine autour de lui. Sortir du palais de justice ce jour-là ressemblait moins à une victoire qu'à une libération. Le poids de la tromperie, celle d'Antoine et ma propre discrétion nécessaire, se leva de mes épaules à chaque pas descendant ces escaliers de marbre. Antoine tenta de m'intercepter dehors, sa rage précédente remplacée par un charme déconcertant. Alexandrine, nous devrions parler en privé. Je crois que je t'ai peut-être sous-estimé. Peut-être que nous avons été trop hâtifs à mettre fin aux choses. J'ai failli rire de la transparence de son soudain intérêt pour la réconciliation. Maintenant qu'il connaissait ma valeur nette, j'étais de nouveau digne de son attention. Véronique n'était nulle part. Il n'y a rien à discuter, Antoine. Le tribunal a rendu sa décision. Son sourire vacilla. Tu sais que je tiens toujours à toi. Nous avons bâti une vie ensemble. Tout ce succès commercial que tu as eu. Nous pourrions unir nos forces. Pense au couple puissant que nous pourrions être. Thérèse s'interposa entre nous. Monsieur Dupont, toute communication doit passer par le conseil à partir de maintenant. Ce soir-là, j'ai rencontré Sophie, Nathalie et Thérèse pour dîner dans un restaurant tranquille surplombant la Seine à Paris. Nous avons commandé du champagne, non pas pour célébrer la défaite d'Antoine, mais pour trinquer à de nouveaux départs. À Alexandrine, dit Nathalie en levant son verre, qui a construit un empire pendant qu'un idiot regardait ailleurs. En une semaine, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement terrasse, un espace que j'avais choisi pour son mur de fenêtres donnant sur le fleuve et son plan ouvert parfait pour vivre et occasionnellement travailler. Contrairement au luxe stérile de l'appartement que j'avais partagé avec Antoine, cet espace dégageait chaleur et personnalité dès le premier jour. Une fois le divorce finalisé, j'ai pu enfin parler publiquement de mon entreprise. Je suis passé de mon petit bureau à un étage entier dans un immeuble du centre-ville, embauchant une équipe de marketeurs talentueux qui partageaient ma vision d'aider les entreprises à se connecter authentiquement avec leurs clients. L'entreprise a dépassé mes rêves initiaux. À la fin de la première année post-divorce, nous avions des clients dans tout le pays et envisagions une expansion internationale. J'ai nommé Sophie notre directrice de l'exploitation, ses compétences organisationnelles et sa capacité à gérer les gens complétaient ma concentration créative et stratégique. L'une des expériences les plus réparatrices a été de renouer avec ma famille. Antoine m'avait subtilement isolé d'eux, rendant les visites à la maison difficiles et les critiquant souvent après. Pour la première fois depuis des années, j'ai passé les fêtes en province, riant dans la cuisine de mes parents, jouant avec mes nièces et neveux, me souvenant des valeurs ancrées qui m'avaient formé. Nous avons toujours su que tu étais extraordinaire, m'a dit ma mère lors d'une visite. Nous nous inquiétions juste que tu aies oublié. Malgré le succès professionnel, les conséquences émotionnelles du divorce n'ont pas toujours été faciles à gérer. Il y avait des nuits où je me réveillais en colère contre les années que j'avais passées à me diminuer pour correspondre aux attentes d'Antoine. Il y avait des moments où je remettais en question mon jugement, me demandant comment j'avais pu ignorer les signaux d'alarme. Reconnaissant que j'avais besoin d'aide pour gérer ces sentiments, j'ai commencé à travailler avec une thérapeute spécialisée dans la guérison des relations manipulatrices. Le docteur Delacroix m'a aidé à comprendre la nature progressive de la manipulation émotionnelle et comment même les personnes fortes et intelligentes peuvent être vulnérables. La guérison n'est pas linéaire, me rappelait-elle souvent. Certains jours, vous vous sentirez renforcé par ce que vous avez surmonté. D'autres jours, vous ressentirez encore la douleur. Les deux réactions sont valides. 6 mois après le divorce, j'ai utilisé une partie de mes ressources pour créer la Fondation d'éducation financière pour les femmes, axée sur l'aide aux femmes pour atteindre l'indépendance économique, en particulier celles sortant de relations contrôlantes ou abusives. Nous offrions des subventions, du mentorat et une éducation pratique sur la gestion de l'argent et l'entrepreneuriat. La Fondation est devenue une plateforme pour donner des conférences lors de conférences d'affaires féminines sur l'éducation financière et l'indépendance. Debout sur des estrades à travers le pays, partageant mon histoire et les leçons apprises, j'ai trouvé un but à transformer mon expérience douloureuse en conseil pour les autres. L'indépendance financière ne concerne pas seulement l'argent, est devenu mon message. Il s'agit d'avoir la liberté de faire des choix basés sur vos valeurs plutôt que sur la nécessité ou la peur. Presque exactement un an après la finalisation de notre divorce,
j'ai rencontré Antoine lors d'un gala caritatif auquel j'assistais avec Nathalie. Il avait l'air plus vieux, moins raffiné que dans mes souvenirs. Il s'est approché prudemment, sa nouvelle compagne, pas Véronique, hésitant à proximité. « Tu as l'air bien, Alexandrine, dit-il, son ton manquant de la confiance qui le définissait autrefois. J'entends dire que ton entreprise fait des choses remarquables. C'est le cas, répondis-je simplement. Je n'ai jamais vraiment vu ton potentiel, admis-il après un silence gênant. J'étais tellement concentré à te façonner en ce que je pensais qu'une femme devait être que j'ai manqué qui tu étais réellement. J'ai étudié l'homme autour duquel j'avais autrefois bâti ma vie, ne ressentant ni haine ni amour, juste une compassion distante pour quelqu'un qui mesurait la valeur de manière si limitée. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Antoine, dis-je sincèrement, avant de rejoindre Nathalie et les autres à notre table. Plus tard ce soir-là, dans le calme de ma maison, j'ai réfléchi au chemin étrange qui m'avait mené ici. Ce qui avait semblé être le rejet ultime, l'affaire et le renvoi cruel d'Antoine, était devenu le catalyseur de ma libération. Sa tentative de me jeter avait forcé à redécouvrir ma propre valeur. J'ai recommencé à sortir, finalement, abordant les relations avec des limites plus saines et un sens plus clair de mes éléments non négociables. Je ne ressentais plus le besoin de me tordre pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. La bonne personne m'apprécierait exactement pour qui j'étais, mes réussites et mes défauts. Ma vie maintenant n'est pas parfaite, aucune vie ne l'est jamais, mais elle est authentiquement mine. Chaque décision, des clients que j'accepte à l'art sur mes murs, reflète mes valeurs plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre. La valeur nette qui a choqué Antoine dans cette salle d'audience continue de croître, mais plus important encore, mon sentiment de but et de paix grandit aussi. Si vous regardez ceci et que vous êtes confronté à votre propre croisée des chemins de rejet ou de sous-estimation, rappelez-vous que parfois, ce qui semble être une fin est en fait un début déguisé. Votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir. Avez-vous déjà eu quelqu'un vous sous-estimer pour leur prouver ensuite qu'ils avaient tort? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est définie par la perception de personne d'autre. Merci d'avoir écouté mon parcours.